On est aujourd'hui à l'île de Man, le lieu qui accueille la course de moto la plus dangereuse au monde. 60 km, parcourus à 215 km/h de moyenne sur des routes. Tout le monde pense que les pilotes qui y participent sont fous. Mais dans cette vidéo, on va voir qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas tant que ça. Bienvenue au Tourist Trophy. Dans cette vidéo, on va vous emmener dans les coulisses de la plus vieille course moto au monde pour en découvrir les secrets. Comment les pilotes se protègent. Ça, c'est le cerveau du système qui décide de déclencher l'airbag. Comment ils se préparent. Tu dois passer dans la petite cassure juste là, ça fait une petite compression. Et ce qu'ils font réellement sur la moto. Et vous les verrez peut-être un peu moins comme des fous. Pour comprendre comment les pilotes affrontent le circuit le plus dangereux au monde, notre immersion commence par la protection. Les pilotes portent les équipements de sécurité les plus efficaces du marché. Et ça passe évidemment par la combinaison en cuir. The suit's designed to protect the whole rider. So Okay. you've got obviously the leather outer, which is the thing that protects from abrasion. So if the rider goes down, it helps them slide. There's still no better material in the world than natural leather, and we use kangaroo. Then on the inside, you've got level 2 armour from D3O. So that's in all the impact areas, so the places where you could hit the ground, so the shoulder, the elbow, the hip, the knee, all those areas are covered with D3O. Is there a special adjustment on the suit of the TT riders compared to regular track riders? Not really, the bikes are basically the same. Riding position for the guys is the same. The only real difference here is that they're in the racing tuck position probably for a little bit longer because around a TT course they're at full throttle for over 40% of the course. We've got Ian Hutchinson's suit here, so Ian will also do the Northwest 200, but then he'll be doing British Superstock races as well, and the suit will be exactly the same. Does the TT help RST to develop your products? Yeah, massively. So the TT lasts for 2 weeks, so the riders are doing lots of laps. And if you go to like British Superbikes, World Superbikes, MotoGP, the riders will be using new suits. At the TT, Ian will use the same suit for the whole 2 weeks. And you think one lap's 37.75 miles, so it's a long time. So the feedback we get in 2 weeks at the TT is like a whole year racing compressed. And for us, if a product works here at the TT, it works for any rider anywhere. So this is the best place in the world for product development for us. La protection des pilotes est enfin complétée par l'airbag, qui est pour la première année obligatoire au Tourist Trophy. Donc ça, c'est le cerveau du système qui détecte quand tu es en train de tomber et qui décide de déclencher l'airbag. Elle envoie un signal électrique à travers ce câble blanc qui vient ensuite déclencher ce qu'on appelle l'inflator. Donc c'est un mélange avec du gaz et de la pyrotechnique qui expulse le gaz dans une poche airbag. La poche airbag se gonfle sur l'abdomen, le thorax, le cou et le dos. Comment ça se fait que ça a mis autant de temps à se démocratiser ici? En fait, la première obligation de l'airbag sur piste, c'était le MotoGP en 2018. Et tu vois, donc il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé et l'airbag entre guillemets a fait ses preuves. Les gens savent que ça fonctionne, les gens savent que ça protège. Et après, sur le Tourist Trophy, il fallait qu'on attende un petit peu pour voir si l'algorithme de détection de chute marche aussi sur cette course qui est vraiment très spéciale. Mais ce dont vous avez peur, c'est les déclenchements intempestifs. Des fois, l'airbag peut penser que le pilote est en train de tomber, alors qu'en fait, il ne tombe pas. Le Tourist Trophy, on a tellement de phases qu'on voit que ici, entre les louvoiements de la moto, les sauts, etc., que nous, effectivement, ce qui nous faisait peur, c'était la partie 1. Si on avait un algorithme qui n'était pas assez efficace et donc raté des chutes, et 2, un déclenchement accidentel, parce qu'on a bien sûr l'aspect sportif, un airbag qui se gonfle, le pilote ne peut pas finir sa course, c'est pénible, et en plus on ne voudrait pas causer d'accident. Donc là on a développé un système exprès pour le Tourist Trophy. Et quelles sont les différences alors dans l'algorithme entre le mode piste, qui est accessible à n'importe quel motard qui fait de la piste et qui prend un abonnement chez vous, et le mode Tourist Trophy? Le mode Tourist Trophy il est plutôt basé sur le mode piste, et en fait on vient rajouter un petit peu une marge de sécurité supplémentaire pour éviter justement ces déclenchements accidentels, tout en évitant de dégrader la performance de détection, et donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Maintenant on travaille avec le médecin du Tourist Trophy et on fait une analyse de chaque crash pour vérifier que l'airbag s'est déclenché au bon moment. Là on est sur la deuxième semaine de course, la semaine dernière on a déjà eu 4 déclenchements. Donc on a 3 personnes où ça s'est bien fini, une personne où malheureusement ça se finit pas bien. Il faut aussi être humble au Tourist Trophy et dire même avec l'airbag on ne pourra pas sauver tout le monde, mais si on en sauve déjà un, c'est déjà une victoire.
Côté machine aussi, rien n'est laissé au hasard, avec le passage obligatoire au contrôle technique pour s'assurer de leur sécurité. Sur une épreuve normale, ce contrôle est réalisé une fois dans le week-end, mais au TT, les motos sont inspectées à chacune de leur entrée en piste, donc plusieurs fois durant les 2 semaines de course. Et c'est l'un des contrôles les plus méticuleux que j'ai pu voir. Ici, rien, ou presque, n'est laissé à l'improvisation. Le tracé est contrôlé depuis la direction de course, qui en surveille les moindres recoins. Ironie de la situation, derrière les écrans se trouve un des cimetières de l'île. On y retrouve Milky, qui est référent pilote du Tourist Trophy. Il a gagné en 2002 et a fait des milliers de tours de la piste. Depuis plus de 20 ans, il accompagne tous les nouveaux pilotes qui veulent y participer, appelés newcomers. Et ces derniers sont sélectionnés drastiquement. We only take the best of the best. We analyse the CD from the racing results, from the whatever championship, whether it be BSB or AMA or EWC, and say, okay, he's a good rider. He's a good rider. We take and we invite over. And once you enter the TT, you are allowed to go racing straight away? No. There is So another process? no. So if you put your entry into the TT, we invite you over. We do a training course, take you around in the course, in the car, and then January, February, March, April, Okay. And to teach you fast here, slow here, watch this bump, make sure the bike is upright, jump here. So it takes so long. You can't freestyle. So even if Marc Marquez, the best rider in the world, came and he did no homework, he'd finish last. Yeah, So sure. no matter how good a rider you are, you have to do your homework. And do you monitor newcomers to see if they are really able to do the race week? Yeah, again, I had a newcomer this year that never even rode when it came to ride because he got to the day before and went, I can't do this. Oh, yeah. I've done all the tuition, all the thing, and I was dead happy. I thought, yes, no problem. It's not for everybody. It's so hard. Now I've taught everybody for 20 years. World champions, British champions, European champions, French champions, and they all say, the first thing they say is, it's so fast. Mais alors, qu'est-ce qui fait un bon newcomer au Tourist Trophy? You have to be slow, gentle, nice and slow, relaxed. I don't want them to go fast straight away, because if you go fast straight away, this is no good, because everyone tries too hard and then crash. Yeah. So you're just nice and gentle. It takes 3 to 5 years becoming from a newcomer to get in a position where you can even think about getting on a podium. Ce qui rend cette course aussi difficile, c'est évidemment son circuit. On peut lui attribuer 3 records. C'est l'un des plus vieux au monde car son tracé n'a pas évolué depuis 1920 et a donc vu passer toutes les motos et technologies de l'histoire. Évidemment, c'est aussi l'un des plus dangereux tracés du monde car il n'a aucun dégagement et ne laisse donc aucune place à l'erreur. Et enfin, c'est l'un des plus longs. Quand un circuit normal fait environ 4 km, celui-ci en fait 60. Et compte 264 virages, soit autant de points de freinage, de points de déclenchement, de points de corde, de points de sortie à retenir. Ça fait environ 1000 repères sur tout le tour à connaître par cœur. Et c'est certainement ça la chose la plus dure à faire pour venir sur cette course, apprendre le circuit. Alors pour comprendre comment les pilotes y parviennent, on est allé leur poser la question. Bon, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris le circuit? Première chose que j'ai fait en arrivant ici, putain, je regardais malheureusement les fleurs, les trucs et tout, j'étais terrorisé, pour être honnête. J'ai tellement peur du truc, c'est que je faisais comme un autiste 8 tours par jour avec le camion du team. 8 tours? 8 tours. Et tu mets combien de temps pour faire un tour? 1 heure à peu près. J'ai pris ma moto personnelle De route? de route, C'était quoi comme moto? un ZR7 Kawasaki de 2000. Ouais, à l'ancienne. c'est à l'ancienne, ouais. D'accord. Je suis parti à 5h du matin, fait des tours sur l'île Ok. et le soir aussi parce que le matin et le soir c'est là où il y a le moins de monde sur la les route. routes. J'ai divisé le circuit en 5 secteurs et j'ai appris le premier secteur. Une fois que je le savais, je faisais le deuxième. 22 years since I first came. So I did come a little bit before that on a road bike just to watch.
Oh, okay. So back then there was the Mad Sunday where you could only ride over the mountain on the Sunday, but it was one way. Et je roulais, j'allais même après qu'on mangeait au restaurant la nuit pour regarder un peu tout, tellement j'étais terrorisé. Et en fait, c'était assez chouette parce que mon premier tour newcomer, je savais partout où j'allais déjà. Je préfère apprendre de mes propres yeux. Toutes les sensations que tu as à Brille, tu ne les as pas dans un jeu vidéo. Donc moi je préfère le réel, apprendre et c'est ça la vérité. En fait, tu te sers aussi des sensations que tu as sur la moto pour te créer des repères et apprendre le circuit, pas que ce que tu vois, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu considères que tu le connais comment aujourd'hui, le circuit? Moi je le connais par cœur, le circuit. Je le connais par cœur à 100% en termes de virages. Tu vois, il y a quasiment 260 virages. Et maintenant, c'est les bosses. Tu vois, il y a quelques bosses que je découvre encore un petit peu. Tu vas passer en fond de 6 dans une cassure. La moto, elle va pas bouger. Tu vas décaler le tour d'après de 50 cm. Et là, elle va prendre du mouvement, partir en wheeling. Et c'est là que tu vois tous les mecs expérimentés, ils connaissent par cœur. Oh yeah, I know every single bit, yeah. When I come for the TT, I'll do one lap in the car just to look at the changes of tarmac. Écoute, on a un petit quiz pour toi, pour voir à quel point justement tu connais le circuit. On a pris des captures d'écran d'une vidéo embarquée et je vais te montrer les virages et tu vas essayer de me dire quel virage c'est et qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là. Allez, c'est bon. That's exit of Glen Helen. Quand on monte sur Sarah Cottage. Ouais, c'est ça. Quand on rentre, en fait, on sait qu'on rentre à Ralahaye et on sait qu'on peut aller limite se frotter vers le coussin. So you're back to second gear for this. So it's all You can flat. push very hard, yeah, but obviously the barrier is very close. Yeah. Repère, en fait, tu prends vraiment corde juste avant et tu vois là, tu dois passer dans la petite cassure juste là. Ça fait une petite compression. Juste après la bande relais restée, on voit que ça descend un peu. Voilà, et en fait, quand tu vois que tu as bien mis les gaz, j'arrive à mettre la 3 entre les deux, et alors que ça monte bien. Et c'est vraiment, tu vois, ça c'est assez plat, c'est vraiment type circuit, j'aime bien ces virages. Là, on est à Kirkmichael. On rentre en 3 dans la ville et après on passe la 4, la 5, tout sur l'angle. Around where we are now, you would go into 5th gear and then rev 5th gear out right into the middle of the sort of village. It's quite hard to get through fast. Il y a une ligne jaune où on fait gauche, droite, gauche. Et là, franchement, c'est hyper physique parce que ça va très vite. Et en fait, tu te guides avec la ligne jaune entre les maisons. Je pense que c'est vraiment le seul secteur où tu regardes très bas pour viser la ligne jaune, en fait. Ok. Ouah, ça brûle les épaules, là. Là, je peux dire, elle est très physique, cette partie. Et t'as des repères sur les maisons, genre à la boîte aux lettres Ouais, la ligne jaune qui est là. Et après, tu fais droite, gauche, et tu arrives dans une espèce de zone sombre où il y a tous les spectateurs et c'est impressionnant, quoi. When corners are this fast, it's basically how it turns out on the day. You can end up slightly different because of the speed and. Là, après Ballow Bridge, là c'est un virage qui passe très vite. So yeah, this is before Ballacry, so this is very fast, very fast. Et Top Gun rentre en fond de 6. Hier, j'étais presque à le passer, j'ai dû passer 95%. Tu rends juste un petit peu pour aider ton avant. Some bikes it's nice if you can already click into 6th gear for this. When you're accelerating in 5th at high RPM, the bike's like up and doesn't really want to do much. If you click 6, it relaxes a little bit more and you can keep the throttle open. Celui-là, tu vois, j'avais le doute que tu le reconnaisses. Je me suis dit, il y a l'arbre, peut-être ça va t'aider. Ouais, justement, la corde, elle est à l'arbre. Ici, c'est gros cœur parce que tu sais, le fait que tu as un énorme bout droit derrière, tu rends un tout petit peu, c'est tout de suite un boulevard. Gooseneck. Yep, so this is coming onto the mountain out of Gooseneck. Yep. C'est là où on a tous nos pitboards pendant la course. Ok. Et donc tu passes en une, et après tu fais 2, 3, 4, 5 et tu rentres dans les enfilades rapides. Et moi, quand j'arrive là, je suis hyper content parce que c'est vraiment. T'es libéré de tout ce que t'as fait avant. Ouais, exactement. Et là, la montagne, c'est tellement magnifique. Ça, c'est l'Ennon. Ah bravo, putain, tu l'as trouvé. Triple gauche. Triple gauche. Ouais, exact. Parce que ça, c'est juste pour moi, c'est que j'arrive pas trop à le prendre d'habitude, donc si t'avais un conseil, j'étais preneur, quoi. Ouais, je pense que t'es pas mauvais en pilotage aussi. Mais tu vois, ça peut ressembler vraiment à ces types de virages où c'est gros cœur. Mais une fois le circuit appris, comment on y performe? Comment on fait pour rouler vite ici? Pour le savoir, nous avons pu explorer les datas des pilotes. Et cet accès plutôt confidentiel nous a été donné par le team manager du team RST, Chris Anderson. So here we have 2 laps from the first Superbike race. For a rider here, obviously there is no runoff, so it's very important that he has to hit the apex and the braking marker and the throttle the same every single lap. So if we just have a look here, this is the end of Sulby Straight. So you can see he's coming down off the throttle exactly the same time, the gear change same. Look,
Sur une séance qualif, sur circuit, tu vas genre retarder un point de freinage. Ouais. Est-ce que ici, tu vas faire la même chose pour rouler vite ou tu vas plutôt te dire, je relâche le frein justement? Ici, je travaille beaucoup avec off-brake. Tu vois, ils disent il faut vraiment lâcher son frein pour garder de la vitesse. D'accord. Et tu vois, c'est vraiment ce que j'essaye de travailler cette année. Essaye de freiner 20 mètres plus tôt, lâcher ton frein, comme je disais off the brake, et rentrer avec de la vitesse. Very few braking points. Like, for example, one set of brake pads would do 2 weeks. Oh yeah? Yeah. 20 laps, easy. 1,200 kilometers on one set of brake pads. Easy, easily. If you're doing a qualifying lap on a race circuit, obviously you're willing to brake to the point where you might crash. Obviously, to do that for an hour and 50 minutes in a superbike race with walls around you is not really doable. C'est vrai que sur piste, on va essayer de sortir plus le haut du corps, plus être à ras le sol. Ouais. Ça ne fait pas du tout ici. Au contraire, nous, on relève un peu le corps parce que y a les haies, il y a les murs. Donc souvent, on penche la moto et nous, on relève un peu le corps. Donc c'est un peu la différence entre circuits. T'as l'impression d'aller moins vite, sauf qu'en fait, le chrono... Ouais, parce que t'es moins bousculé sur la moto, exactement. donc t'as l'impression d'être plus lent, mais en fait, t'as un peu plus de vitesse linéaire dans le virage. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, essayer d'utiliser un rapport au-dessus pour qu'à la moto, tu te dis, elle avance pas, et en fait, tu peux ouvrir. Ouais. Et c'est là que tu gagnes. Et c'est tellement bosselé, faut pas avoir une moto nerveuse, faut être vraiment souple. You're not coming back the gears to get like ultimate revs and ride the bike out. You know, it's a lot more about being smooth and flowing and kind of carrying the corner speed in the gear you're in rather than coming back gears and trying to accelerate more. Et effectivement, le pilotage est souple et parfaitement répété à tous les tours. This is 2 laps over the top, and you can see there's exactly the same. He shifts gear Exactly the same. Okay. So if I go to, this is the full lap, look, not one deviation for one gear change for the whole 70 odd miles. Yeah. What is the part of the track that impressed you the most on the Tatas? Forget the data, I think just for a motorcycle to finish this race is pretty impressive. You know, the hammering that the bike gets is incredible, you know. When you get all the, you know, the big G's, you know, it's it stressed. Exactly. Yeah. If you take the springs up from the fork and the spring from the shock and lay the bike, it doesn't touch the floor, but here it touches the floor. Oh yeah? Like the belly pan is... Okay. Even like the seat, when the rider, like Ian, sits on this part, we end up having to repair the seat also. Donc si on résume, ce qui rend cette course incroyable, c'est la topologie de son tracé. Ses virages en aveugle ultra rapides, son dénivelé, ses sauts. Mais est-ce que les pilotes aiment aussi sa dangerosité? Le fait qu'il n'y ait pas de droit à l'erreur. Donc toi, s'il faisait genre le tracé du Tourist Trophy avec des bacs à gravier partout, ce serait pas la même chose? Non, ce sera pas la même chose. Ce sera pas le Tourist Trophy. Mais ce serait mieux ou moins bien? Non, moins bien. Ah oui, quand même. There'd be a lot more people trying it if there was a gravel trap everywhere, but the big part of enjoying it and getting the thrill out of riding is that you're going between trees, you're going between walls, you're going between houses, you know. If there was nothing there, it would be quite a bit different. Tu vois, pas le droit à l'erreur, je me le dis, le jour où j'en serai plus conscient, j'arrête. Ouais. Moi, pour être honnête, je suis hyper stressé avant le départ. Le stress, c'est une grande concentration. Oui. Et j'ai besoin de ça. Comme ça, je suis vraiment focus. Moi, souvent, quand j'arrive, des fois, on paraît fatigué au visage, mais c'est le mental qui est épuisant. Ouais, c'est la concentration. Concentration extrême qui est épuisant, la fatigue mentale. I always say you have to use this, not this. So use your head, not your heart. Le Tourist Trophy est évidemment la course la plus dangereuse au monde, car le nombre de morts est incomparable. Mais c'est aussi celle où le risque est le plus maîtrisé, accepté par tous. Donc les pilotes du TT ne sont pas fous, mais plutôt courageux. La folie serait de se comporter comme si ce n'était pas dangereux. Le courage, c'est d'affronter ce danger.